Mais il y a le collègue Antoine Robitaille, en conclusion, ce matin, qui écrit quand même un excellent texte dans le journal là, sur le fait que le reste du Canada, là, c'est Terre-Neuve qui se chicane avec le Québec. Le Nouveau-Brunswick a jamais voulu acheter notre électricité. On fait un trouble énorme. L'Ontario. Alors, le Québec a pu s'entendre avec le Massachusetts, avec les États du Nord-Est américain, en fait, le Massachusetts, New York, les grands États. Jamais avec les provinces canadiennes. Je veux dire, c'est quand même assez gros, là, tu sais. Je me souviens du Levin, on va soulever les 30 ans du référendum, le Canada anglais qui débarquait à Montréal pour dire on vous aime, on vous aime, on vous aime. Mais évidemment, c'est plus facile de s'entendre avec les Américains qu'avec le reste du Canada. Mais il reste qu'il y a comme une drôle d'approche face à chacun, tu sais, face à Poilievre, qui est dans l'opposition, qui a été réélu à la Chambre des communes, mais qui s'en prend encore à Trudeau au lieu de s'en prendre à Carney et au lieu de s'en prendre aux politiques de Mark Carney, puis de dénoncer ce qui est en train de se décider. T'as raison, t'as 100% raison, mais c'est que Carney a juste pas eu le temps d'accomplir le dommage qui est dans son plan pour continuer ce que Trudeau a commencé. Et le temps, sacrémouille, on annonce un déficit de 100 milliards. Ouais. C'est combien de temps on va lui donner? Non, mais écoute, on sait pas, ça a l'air qu'il prépare peut-être une élection en novembre. Là. Donc, on va voir ce qui va se passer. Et sais-tu quoi? Les Québécois vont encore voter pour lui. Oh, je le savais. Je sais pas quoi répondre à ça. Ouais. C'est clair qu'à Radio-Canada, il y a une liste noire d'invités. C'est clair. Là, puis hier, je parlais de Mario Girard dans la presse. Il parlait de manger devant la télé, mais il parle jamais du fait de manger devant la télé, ce qui est pas bon pour nous, pour personne. Il raconte ce qu'il regarde, lui, à la presse. Écoute, ce n'était que des émissions ou des balados de Radio-Canada. Mario Girard est un critique des médias, mais lui, il s'intéresse principalement, à part pour nous vomir dessus de temps en temps et dire qu'on n'est pas si bon que ça. Lui, ce qu'il regarde, c'est tout ce qui est fabuleux est à Radio-Canada. Le reste, ça vaut pas la peine. 100% d'accord. Puis tu sais, le Québécois moyen de génération en génération, là, on se faisait dire pour qui voter puis quoi penser par les curés. Puis aujourd'hui, on se fait dire quoi penser puis pour qui voter par les médias. Puis tu sais, Cube est vraiment pour la liberté d'opinion, là. Je pense sinon je serais pas là. Puis, mais tu sais, on voit que l'autre partie du mainstream, il y a une façon de penser. Puis ce qu'ils veulent, c'est la diversité de couleurs, de genre, mais pas la diversité d'opinion. Il faut absolument que tu penses comme eux. L'immigration massive, en gros, c'est l'expérimentation sociale la plus exceptionnelle, ni en bien ni en mal, hein. À l'échelle de l'histoire, on modifie en l'espace de 3 générations la population d'un continent. Et à travers cela, on modifie la civilisation d'appartenance, le peuple d'appartenance, l'identité d'appartenance. Les amis, j'ai fait des recherches et j'ai parlé avec d'anciens enseignants. En gros, je me suis toujours posé la question... Pourquoi, en France, dès qu'un enfant est harcelé à l'école se place du côté de l'enfant harceleur et ne fait pas tout pour venir en aide à l'enfant harcelé? J'ai des explications. Les écoles en France sont évaluées selon un indicateur de climat scolaire. Donc ça se fait en interne. Donc elles sont évaluées selon leur taux de réussite et selon la sécurité notamment. Et en fait, tous les ans, pour donner cette note, ils se basent sur le nombre d'incidents qui a été déclaré dans l'année. Et chaque signalement de harcèlement ou de tentative de S peut affecter ces indicateurs. Les chefs d'établissement, donc les directeurs-directrices, reçoivent des primes de performance liées à ces chiffres. En gros, dès qu'on signale un problème, donc un enfant harcelé au sein de son établissement, on prend des mesures pour lui venir en aide ou autre, ça affecte les scores et donc les primes. Donc les directeurs-directrices mettent la pression sur leurs enseignants pour ne pas qu'ils déclarent tout ça, pour qu'ils minimisent la situation à chaque fois qu'un enfant vient de se plaindre d'un autre camarade, afin qu'ils puissent toucher leurs primes. Autre chose, en France, on forme un enseignant à suivre un programme. Il n'est absolument pas formé sur le plan psychologique. Comment s'y prendre avec un élève, comment discuter. Alors, qu'est-ce que je pense de tout ça? C'est très très simple. Il faut vraiment pas avoir de figure, vraiment n'avoir aucune intégrité pour laisser un enfant se faire harceler, laisser un enfant souffrir, soit par peur de perdre son emploi, soit par peur de ne pas avoir sa prime à la fin de l'année.
Il n'y a pas besoin d'avoir une quelconque formation en psychologie, parce que certains se cachent derrière ça, pour venir en aide à un élève qui souffre. Certains profs, certains directeurs, je ne sais pas comment vous faites pour vous regarder dans un miroir. L'Allemagne a le record d'éoliennes et de panneaux solaires en Europe. Et pour autant, l'Allemagne, selon le site Electricity Map, donc j'invite d'ailleurs tous les téléspectateurs à aller voir le site Electricity Map, vous avez la carte d'Europe avec tous les pays par mode de production d'électricité. Eh bien l'Allemagne émet en moyenne entre 10 et 15 fois plus de gaz à effet de serre que la France. La France est autour de 20 à 30 grammes de CO2 par kilowattheure produit, tandis que l'Allemagne est plutôt à 250-300 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Donc on a ce paradoxe que le pays des éoliennes, le pays des panneaux solaires, le pays qui a le plus d'éoliennes installées en Europe est le pays le plus polluant d'Europe en termes d'émissions de gaz à effet de serre, sans compter les particules fines des centrales au charbon. Donc il va falloir arrêter cette imposture, il va falloir arrêter cette escroquerie intellectuelle, parce que la France, avec son nucléaire et ses barrages, n'a pas besoin d'électricité intermittente. Vous vous rendez compte, Nicolas Sarkozy qui franchit la prison de la santé. Certains me diront qu'il restera 2 jours, 4 jours, peu importe. Ce qui compte, c'est le symbole. Et le symbole est là. Nicolas Sarkozy qui franchit la porte de la prison de la santé et passe la nuit derrière les barreaux. C'est inédit. C'est jamais arrivé sous la Ve République. Et pourtant, ça ouvre la porte à des choses beaucoup plus grandes. On est en train d'habituer la conscience à ce que des personnes de haut rang finissent en prison. On est en train de nous préparer mentalement. Sarko ouvre seulement la porte. Derrière, c'est potentiellement d'autres. Macron, Hollande, des députés, des ministres, des personnes qui se pensaient intouchables. Le système est en train de préparer les consciences à ce que vous puissiez voir potentiellement des personnes de très haut rang croupir derrière les prisons. On a actuellement aux États-Unis John Bolton, qui a aussi été inculpé. Divulgation de documents, armes nucléaires, le même qui demandait à ce qu'on interpelle Julian Assange et autres. On a James Comey, l'ancien directeur du FBI qui est inculpé. Et maintenant, c'est John Brennan, l'ancien directeur de la CIA, qui était en même temps que James Comey derrière le Russia Gate. Parjure, ils ont menti devant des tribunaux. La justice est en train d'accélérer le mouvement. Et actuellement, Donald Trump accuse maintenant Barack Hussein Obama d'être derrière un coup d'État en 2016, d'avoir volé les élections en 2020. Et là, les consciences sont prêtes. Les choses se sont assemblées petit à petit. Il a fallu du temps quand même, mine de rien. Mais tout a pris son sens. Patience, doucement, vicieux, sournois. Mais ça fonctionne bien face à des personnes qui se pensaient intouchables. Actuellement, nous sommes à un point de bascule et rien ne semble arrêter ce qu'il vient. Alors profitez du spectacle et surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises. C'était le 26 septembre 2025. Oui, voilà déjà 3 ans qu'un sabotage sans précédent a détruit les gazoducs Nord Stream en mer Baltique, privant ainsi notre continent d'une infrastructure stratégique qui garantissait notre approvisionnement en gaz russe pas cher et de bonne qualité. 3 ans pendant lesquels personne ne vous a plus reparlé des vrais responsables. Surtout pas Bruxelles, qui préfère entretenir le flou jusqu'au bout, jetant la suspicion sans aucune preuve sur la Russie. D'ailleurs, la Russie était déclarée coupable quelques heures après le sabotage, sans la moindre enquête. Pourtant, cet été, l'Italie et la Pologne viennent d'arrêter des suspects. Et les profils ne vont pas vous décevoir, puisqu'il s'agit d'un ancien officier des services de renseignement ukrainiens et d'un instructeur de plongée, toujours ukrainien, qui avait en plus échappé à une première arrestation en 2024 avec la complicité, devinez de qui? Eh bien de l'aide du gouvernement ukrainien. Bref, ces arrestations laissent de plus en plus à penser que ce sabotage n'aurait rien d'une opération clandestine improvisée, mais qu'il s'agit bel et bien d'une action organisée, planifiée et couverte par un État, en l'occurrence l'Ukraine. Et très probablement même avec l'assentiment et le soutien du Royaume-Uni et des États-Unis. Car à qui profite le crime? Évidemment aux fournisseurs de gaz américains qui désormais nous le vendent à prix d'or et dont l'Europe est devenue totalement dépendante. Mais aussi à l'industrie américaine qui profite de ce sabotage en bénéficiant d'une meilleure compétitivité tant les coûts de production de nos entreprises explosent à cause du prix du gaz que nous achetons aux États-Unis. Et je ne parle même pas des ménages européens
qui n'arrivent plus à payer leurs factures d'énergie. Rappelons qu'Ursula von der Leyen avait promis des sanctions exemplaires contre les auteurs de cette attaque, affirmant que toucher à nos infrastructures critiques ne resterait pas impuni. Or, aujourd'hui à Bruxelles, on ne dit plus rien de cet acte de terrorisme d'État. Passive et certainement embarrassée, Mme von der Leyen préfère protéger l'image de Kiev plutôt que de défendre les intérêts vitaux des Européens. Le temps des comptes et des responsabilités approche et peut-être a sonné. L'Europe doit cesser de ménager Kiev et de se soumettre à Washington. C'est la seule voie vers notre souveraineté et notre indépendance. En attendant, nous demandons qui est le vrai responsable du sabotage du Nord Stream. Pour le moment, tous les indices se dirigent vers Kiev. Ces enquêtes pour corruption ouvertes dans différents pays européens, elles visent directement d'anciens employés de l'OTAN. Des Belges sont impliqués dans ces affaires de fraude. Une information révélée par un groupement de journalistes, dont nos collègues du Soir, et développée ce midi par Myriam Ladissi et Alexandre Dasseler. C'est une enquête qui prend désormais une ampleur internationale. Elle est appelée l'opération Main propre. Derrière les murs de l'OTAN, les soupçons de corruption enflent et tout commence au sein de la NSPA, une agence de l'OTAN avec un rôle, aider les nations à acheter, entretenir et gérer leur matériel militaire. Des irrégularités sont constatées, une alerte est alors lancée. La justice suspecte des sortes de marchés publics qui auraient été truqués en somme, que des potentiels vendeurs d'armes, fabricants d'armes, via des consultants, et via des membres de l'OTAN actuels auraient eu accès à des informations privilégiées, ce qui leur donnait un avantage concurrentiel pour inscrire leurs munitions, leurs armes au catalogue de l'OTAN. Tout le personnel de la NSPA est alors passé au crible. Au cœur de l'enquête, déterminer si des informations confidentielles ont été transmises à des entreprises dans le milieu de la défense, avec un but, leur permettre de remporter des contrats. En échange, les employés impliqués percevaient des rémunérations pouvant grimper jusqu'à 2 millions d'euros. Très vite, les services d'enquête du Pentagone sont alors mobilisés, dont le FBI. Perquisitions au Luxembourg, devoirs d'enquête aux États-Unis et en Roumanie, et même des mandats d'arrêt en Espagne et en Belgique. Il y a plusieurs dossiers qui ont été traités par la justice américaine. On a eu accès aux actes d'accusation, ce qui détaille un petit peu les processus suspectés. Effectivement, on parle de premiers dossiers vers 2019-2020 qui sont de l'achat de TNT, donc un explosif assez puissant, au bénéfice de l'armée américaine, mais en passant toujours par cette centrale d'achat de l'OTAN. De son côté, l'OTAN garde le silence et affirme ne tolérer aucune forme de fraude ni de corruption. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a promis quant à lui d'aller au fond des choses et de collaborer pleinement avec les autorités judiciaires. Le nouvel ordre international. Il s'agit d'un ordre mondial. Une gouvernance mondiale. Un nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial. La gouvernance mondiale. Une gouvernance mondiale. La gouvernance mondiale. La gouvernance mondiale. Un nouvel ordre international. Nous avons besoin d'une gouvernance mondiale. Cette gouvernance mondiale. A new world order. A new world order. A new world order. A world order. An interdependent world order might be built. On peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. L'Europe et le monde attendent que nous défendions partout l'esprit des Lumières. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Il faut viser le gouvernement mondial. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il faut viser.